Bonjour, nous sommes au studio de la Fondation Hugo du Collège de France. Je suis William Marx, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire littérature comparée. Mais aujourd'hui, je suis avec Nalini Anantaraman, qui est titulaire de la chaire de géométrie spectrale. Et aujourd'hui, nous n'allons pas parler littérature, justement. Nous allons parler de mathématiques. Le Collège de France est une institution totalement pluridisciplinaire. Sa devise est Omnia Docet, tout enseigner. Et lorsque les professeurs sont candidats pour devenir, les futurs professeurs sont candidats, eh bien, ils rendent visite à chacun des autres professeurs. Et donc, un professeur de mathématiques élit un professeur de littérature et vice-versa. Et aujourd'hui, nous allons parler, alors même que je suis professeur de littérature, nous allons parler de mathématiques. Et je crois, c'est un très beau symbole de la collégialité et de la pluridisciplinarité propre au collège. Mais peut-être faut-il mieux que je te cède la parole, Nalini, pour expliquer pourquoi cet entretien t'a paru intéressant. Oui, merci. Déjà, merci beaucoup, William, de passer du temps à parler de mathématiques avec moi, à m'écouter parler de mathématiques. Et puis, alors, j'ai eu quelques demandes de visiteurs du site internet du Collège de France qui m'ont exprimé le souhait de m'entendre parler de mon domaine de recherche et du sujet du cours au Collège de France, mais de manière non technique, et en particulier sans tableau noir. Donc, je me suis dit que j'allais essayer. C'est une expérience. Et je me suis dit que tu pouvais m'aider, en fait. Je vais essayer de raconter voilà, ce qui m'intéresse, mais peut-être tu peux m'aider en m'interrompant et en me posant des questions. Un témoin naïf, en quelque sorte. C'est ça. Donc le cours de 2024-2025 portait sur le thème général des géométries aléatoires. D'ailleurs, il y a eu un colloque en janvier qui s'intitulait « Géométrie aléatoire et applications », qui a présenté un panorama de plein de facettes des géométries aléatoires, allant de la physique théorique aux applications à l'imagerie médicale. Mais le cours lui-même, mon cours de cette année, il porte sur un aspect plus particulier, qui sont les surfaces hyperboliques aléatoires. Alors, qu'est-ce que c'est que la géométrie aléatoire? Il s'agit de tirer au sort, tirer au hasard une forme géométrique et puis de regarder, de l'observer, de décrire ce qu'on voit. Alors, une forme géométrique, ça peut être, on va tirer un triangle au hasard, on va tirer un polyèdre convexe au hasard. Mais cette année, on tirait au sort des surfaces hyperboliques. Et puis, on essayait de faire des statistiques, finalement, de regarder à quoi elles ressemblaient. Alors, pourquoi vouloir faire ça? Pourquoi cette manière un peu particulière de faire de la géométrie? Quand on étudie les surfaces hyperboliques, il y a des surfaces qui sont plus visibles que d'autres, qui sont peut-être un peu des stars de la géométrie hyperbolique, qui s'appellent les surfaces arithmétiques, puisqu'elles arrivent assez naturellement, par exemple, quand on fait de la théorie des nombres. Et elles sont très symétriques et on les connaît bien. Mais il y a plein d'autres surfaces qui sont moins visibles et qu'on ne connaît pas bien, et on a envie de faire peut-être un état des lieux, on a envie de connaître un paysage un peu plus vaste de ce que c'est que la géométrie hyperbolique. Donc l'idée, c'est un peu de sortir de la zone de confort de la géométrie, en quelque sorte. Ça me rappelle ce que disent certains biologistes qui disent que les espèces animales les plus étudiées sont les lions, les chats, les panthères, enfin les papillons, les jolis oui, animaux. Tout à fait. Mais les animaux qui ne sont pas beaux, les insectes, sont beaucoup moins étudiés, par exemple. Exactement. On est tous attirés par la symétrie. On a un visage symétrique. En architecture, classiquement, on est intéressé par des formes symétriques. Et en géométrie, on a tendance à privilégier les formes bien symétriques, la sphère, les triangles équilatéraux, etc. Donc l'idée, effectivement, c'est de voir si on n'est pas en train de passer à côté de quelque chose. C'est aussi, on peut utiliser la métaphore du sondage. Imaginons qu'on veuille connaître l'état de la population française, par exemple, quelles sont les habitudes de consommation, ou quel est l'état du moral des Français. Et puis on se dit qu'on va faire un sondage en tirant un échantillon au hasard. Et puis effectivement, parfois, on se dit qu'on va être surpris par ce qu'on découvre, parce que ce qu'on avait en tête ne correspond pas à la réalité. Et parfois, au contraire, on cherche à confirmer des choses qu'on pense vraies. Donc on va tirer une surface hyperbolique au hasard, et puis on va regarder son diamètre, et d'autres quantités géométriques qui s'appellent la systole, le trou spectral, qui était le sujet principal du cours de cette année. Oui, donc effectivement, l'idée, c'est de
de sortir des objets naturels et symétriques. Et alors les surfaces hyperboliques, de quoi s'agit-il? Ça ne correspond pas aux surfaces que nous connaissons habituellement? Alors la géométrie hyperbolique, c'est une géométrie qui est née au XIXe siècle, qui est née au départ des recherches sur les géométries non euclidiennes. Il y avait cette question de savoir si le 5e postulat d'Euclide découlait des précédents, et puis au XIXe siècle, on a découvert... C'est le postulat sur les parallèles? Sur les parallèles. Ouais. Alors souvent, en termes modernes, on dit, étant donné une droite et un point, il y a une limite parallèle, et on se demandait en fait si ce postulat était une conséquence des précédents. Et au XIXe siècle, plusieurs mathématiciens ont découvert des modèles de géométrie qui satisfont les 4 premiers postulats et pas le dernier, et en particulier les géométries hyperboliques. Et puis c'est devenu un champ de recherche foisonnant, parce que c'est des géométries qui sont complètement fascinantes. Alors il y a en particulier Poincaré, qui est une des personnes qui a le plus développé ces géométries hyperboliques. Alors, comment on peut décrire ces géométries? Déjà, elles sont de courbure négative. Quand on a une surface, il y a une notion de courbure. La surface, elle est courbée, et elle peut être courbée dans un sens ou dans l'autre. Et par exemple, quand on est au sommet d'une colline, quelle que soit la direction dans laquelle on regarde, on peut que descendre. On est à un endroit où la surface est courbée partout dans le même sens. Ça, c'est ce qui correspond à la courbure positive. Quand on est au fond d'un ravin, c'est la même chose. Quelle que soit la direction dans laquelle on regarde, on ne peut que monter, c'est aussi de la courbure positive. Alors qu'une surface de courbure négative, en montagne, ça correspond plutôt à un col. Dans une direction, on peut monter, et dans une autre direction, on peut descendre. Et les surfaces hyperboliques, elles sont un peu particulières parce qu'en tout point, il n'y a que des cols. Il faut essayer d'imaginer un paysage où il n'y a que des cols partout. D'accord, c'est un peu difficile. C'est un peu vertigineux. On peut imaginer peut-être une feuille de laitue. Elle a un peu cette propriété, parce qu'elle est pliée un peu dans tous les sens, tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre. Mais il y a un théorème qui dit qu'une surface de courbure négative infinie, on ne peut pas se la représenter dans l'espace euclidien de dimension 3. Donc ça veut dire que c'est quand même des choses qu'on a du mal à visualiser. Notre feuille de laitue que j'ai donnée comme exemple, elle est finie, elle a un bord. Mais si on voulait la continuer à l'infini, on voit bien qu'il y aurait un problème. Mais quand tu penses à ces surfaces-là, tu ne fais jamais de dessin quand même un petit Si, peu? on fait beaucoup de dessins, mais pas en les dessinant en 3D, parce que justement, on ne peut en général pas se les représenter dans notre espace euclidien en 3 dimensions. On utilise souvent ce qui s'appelle le modèle du disque de Poincaré. Donc là, la surface, c'est un simple disque, mais simplement, par rapport aux distances euclidiennes, les distances sont complètement distordues. Et quand on s'approche, donc un disque, c'est l'intérieur d'un cercle, et quand on s'approche du bord, en fait, les distances deviennent de plus en plus grandes. Ce qui fait que quelqu'un qui se déplace sur ce disque, s'il veut réaliser le plus court chemin entre 2 points, c'est ce qu'on appelle une géodésique, il a plutôt intérêt, au lieu d'aller dans nos lignes droites euclidiennes, il a plutôt intérêt à repasser plus proche du centre, à faire une courbe. Et en fait, dans ce modèle, les géodésiques, ce sont des arcs de cercle. Et en plus, comme en allant vers le bord, les distances sont de plus en plus grandes, en fait, il n'atteindra jamais le bord. Donc ce bord-là du cercle, c'est en fait l'horizon que ce personnage voit, mais l'horizon ne l'atteint jamais. C'est le côté un peu hyperbolique, asymptotique en fait de la chose. Enfin, quand je pense à une hyperbole, je pense à... Oui, tout à fait. Il y a un autre modèle, en fait. Ça, c'est un modèle qu'on peut dessiner sur une feuille. Ce modèle est pratique parce qu'effectivement, on peut faire des dessins sur une feuille, mais simplement, les lignes droites, c'est des arcs de cercle. Mais il y a un autre modèle qui est le modèle un arc d'hyperboloïde. Et c'est exactement ça. D'accord, c'est comme ça que je me représentais un peu la chose. Je pense que chacun a ses mécanismes de représentation. Et alors, comment faites-vous pour construire ces surfaces hyperboliques, et de manière aléatoire, justement? Oui, parce que donc, le disque hyperbolique, il n'est pas aléatoire. Disons que c'est le modèle un peu de base de géométrie hyperbolique, de même qu'en géométrie euclidienne, on a le plan euclidien. Après, pour construire des surfaces aléatoires, il faut imaginer qu'on découpe des petits bouts de disques hyperboliques et puis qu'on les recolle entre eux. Alors, il y a plusieurs manières, mais on fait ces recollements de manière aléatoire. On peut... Peut-être je ne vais pas rentrer complètement dans le détail, mais il y a un modèle où on découpe des triangles, qui s'appellent des triangles idéaux, et on les recolle entre eux de manière aléatoire. Il y a
une autre pièce de base qu'on utilise beaucoup en géométrie hyperbolique qui s'appelle le pantalon hyperbolique. En anglais, ça s'appelle pairs of pants. Et voilà, faut imaginer, ça s'appelle un pantalon hyperbolique parce que ça a 3 bords et puis on peut les recoller entre eux. Et puis on peut faire varier les longueurs de ces bords, et si on les fait varier de manière aléatoire, ça donne des surfaces aléatoires. Et la méthode de construction de ces surfaces, la méthode aléatoire, va jouer ensuite un rôle dans le calcul des propriétés de ces surfaces? Oui, alors tout à fait. C'est un peu comme quand on fait un sondage. Si on tire un échantillon au hasard qui n'est pas représentatif, si on n'interroge que les gens qui habitent au boulevard Saint-Germain, on ne va pas obtenir les mêmes statistiques que si on fait un sondage dans un autre quartier de Paris, par exemple. Donc, par exemple, ce modèle avec les triangles, il a été très utilisé, mais on sait qu'il tire au hasard un échantillon qui n'est pas représentatif de toutes les surfaces. Donc, moi, dans mon travail de ces dernières années, j'ai travaillé avec un autre modèle ça s'appelle la loi de probabilité de Weil-Peterson. Je devrais dire Veil-Peterson, parce que c'est André Weil. Ah oui, c'est André Weil. Le frère de Simone Veil. Tout à fait, voilà. Je crois. La philosophe. Très grand mathématicien et très grand philosophe. Et donc, c'est un modèle qu'on peut considérer comme étant plus équitable, parce qu'on tire au hasard les différentes surfaces de manière plus représentative. Et nous, alors, il y a plusieurs quantités qui intéressent beaucoup les mathématiciens. Il y a le diamètre, savoir quelles sont les... Parce que là, voilà, toutes ces surfaces hyperboliques aléatoires, ce que je devrais dire, c'est des surfaces qui sont finies. Autant le disque hyperbolique, il est infini, mais quand on utilise cette technique de prendre des polygones et de les recoller ensemble, on obtient des surfaces d'air finies. Et on veut mesurer par exemple leur diamètre, donc quelle est la plus grande distance entre 2 points. On peut mesurer ce qui s'appelle la systole, on dit parfois le tour de taille. Ça, c'est plutôt le vocabulaire utilisé en théorie des graphes, c'est savoir si un endroit, la surface est très mince. Et puis le trou spectral, qui était le sujet de mes travaux de ces dernières années, c'est une quantité qui est liée au spectre du Laplacien. Donc peut-être une métaphore musicale pour décrire ce que c'est, imaginons que notre surface, ça soit un instrument de musique, donc on tape dessus comme sur un gong, et puis on écoute les harmoniques que ça produit. Donc il y a différentes fréquences, et puis la plus basse fréquence, c'est cette quantité qu'on appelle en maths le trou spectral, mais en musique, ça serait la note fondamentale de l'instrument. Et donc on a essayé de savoir si, quand on prend une surface hyperbolique au hasard, que peut-on dire de son trou spectral? Alors le trou spectral, c'est une quantité qui intéresse énormément les géomètres. Ça mesure plein de choses. Ça mesure par exemple si la surface est plutôt fine, justement, si elle a un tour de taille petit, ça va donner une note fondamentale très basse, donc un petit trou spectral. Et au contraire, si elle est un peu dodue et ramassée, ça va plutôt donner un trou spectral grand. Une autre manière de comprendre ce que ça mesure, c'est, imaginons qu'on fasse une marche au hasard sur cette surface. Est-ce qu'en marchant au hasard, on va visiter très vite toute la surface, ou est-ce qu'on va avoir tendance à rester coincé dans certaines zones avant de pouvoir en sortir et de visiter le reste de la surface? Donc ça mesure en quelque sorte la circulabilité ou la navigabilité. On dit souvent la connectivité. Voilà, savoir si elle est faite plutôt de 2 gros morceaux reliés par un tout petit passage, ou au contraire si elle est très ramassée. Donc, quand on a un grand trou spectral, on est plutôt dodu et ramassé. D'accord. C'est intéressant, on pourrait appliquer ça à des corps humains. Il y a des gens que... et alors, quelle est la propriété de ces surfaces hyperboliques concernant les trous spectrales? Est-ce qu'on peut mesurer le trou spectral moyen d'une surface hyperbolique, ou est-ce qu'il y a des propriétés particulières? Alors, le théorème que je démontre en grande partie dans le cours de cette année, c'est un résultat que j'ai démontré avec ma collaboratrice Laura Monk. Et on a démontré qu'en fait, si on prend une surface hyperbolique au hasard, donc selon cette loi de probabilité de Veil-Peterson, on trouve presque tout le temps, avec une probabilité très proche de 1, un trou spectral qui vaut 1/4, on dit plus ou moins epsilon, c'est-à-dire plus un chouïa. Autour de 1/4. Autour de 1/4. Et ce 1/4, en fait, c'est le mieux qu'on puisse espérer.
On sait que... Le nombre d'un trou spectral peut aller jusqu'à quelle quantité? Jusqu'à 1, c'est ça? Ou ça peut aller, ou ça peut être infini? C'est juste pour savoir si ça... Oui, oui. Alors, quand on prend des surfaces hyperboliques d'air petites, ça peut devenir grand. Je ne pense pas qu'on sache tout sur cette question, mais nous, on a plutôt regardé des surfaces hyperboliques de grand volume. Et là, on sait que ça ne va jamais ça va jamais dépasser un quart. Et ça peut devenir au contraire très petit, justement, si la surface elle est très disconnectée, si elle est faite de 2 morceaux reliés par un morceau beaucoup plus fin. Donc on sait qu'au mieux, pour une surface qui a une grande aire, on sait qu'au mieux on peut espérer un quart. Et on était contente parce qu'on a réussi à le démontrer au bout de 6 ans d'efforts. 6 ans d'efforts? Oui, c'était... Alors vous avez tiré au sort toutes les... On n'a pas fait du tout d'expérience numérique. Je pense qu'aucune des deux est très forte pour ça. Ça serait d'ailleurs peut-être pas très facile en fait de tirer au hasard des surfaces hyperboliques selon cette méthode. On a utilisé une technique qui s'appelle la formule des traces. Mais peut-être je peux essayer d'expliquer pour ce nombre un quart. Peut-être que voilà, quand on a discuté l'autre jour, tu m'as demandé pourquoi un quart. Et je me suis demandé comment j'expliquerais ça. Alors un quart, c'est aussi le trou spectral du disque hyperbolique. En fait, repensons à la géométrie euclidienne, imagine un plan euclidien, puis imagine que ça soit une très grande tôle ondulée, et puis on tape dessus avec un marteau. Le plan euclidien, il va émettre toutes les fréquences possibles, donc ça va faire du bruit. En fait, les objets infinis, ils peuvent avoir du spectre continu, ça veut dire qu'ils peuvent émettre tout le spectre de fréquences possibles. Et pour le plan euclidien, ça peut aller à des fréquences arbitrairement basses. Et donc bon, voilà, ça va faire un bruit peut-être un peu comme une tôle ou comme du vent qui agite des feuilles. L'espace hyperbolique, c'est pareil, si on tape dessus comme si c'était un gong, il va aussi émettre un spectre continu, mais ça ne va jamais descendre en dessous de un quart. Il ne peut pas émettre des fréquences inférieures à un quart, donc c'est un peu la note fondamentale du plan hyperbolique. Et alors, la raison pour ça, en fait, si on voulait jouer des notes plus graves que la fréquence un quart, dans le plan hyperbolique, il faudrait pouvoir se mettre à l'infini, tu vois, sur ce fameux horizon. Il faudrait qu'un personnage situé à l'horizon puisse taper là-bas. Donc voilà, dans le plan hyperbolique, c'est vraiment un quart, il joue un rôle particulier. Et on sait, depuis les années 70, que si on prend une surface hyperbolique finie mais très grande, voilà, son trou spectral ne va jamais dépasser cette valeur seuil de un quart. Et donc c'était compliqué de montrer pour les surfaces hyperboliques aléatoires que la valeur de ce trou spectral tourne autour de un quart. Oui, c'était un gros travail donc, qui a duré 6 ans, qu'on a commencé pendant le stage de master de Laura. On s'est basé sur les travaux de Mariam Mirzakhani. C'est la mathématicienne d'origine iranienne, qui a à peu près mon âge, hein, qui a eu la première femme à avoir la médaille Fields en 2014, je crois. 2014, je crois. Et décédée en 2017. Et elle est une des personnes qui a vraiment lancé cette idée de tirer au hasard des surfaces hyperboliques et d'étudier leurs propriétés statistiques. Parce qu'autant la géométrie hyperbolique, ça existe depuis le 19e siècle, mais cette idée de faire de la géométrie de manière aléatoire, c'est assez récent en fait. Et elle a développé des formules avec le modèle de Weil-Peterson qui permet de calculer la moyenne de certaines quantités. Parce que c'est bien beau de dire on va prendre des objets géométriques au hasard, mais après si on ne sait rien calculer, ça s'arrête assez vite. Donc elle a trouvé des formules qui ont vraiment fait énormément progresser le domaine. Et c'était un peu notre point de départ, c'était qu'on avait envie d'apprendre ce qu'elle avait fait. Et moi, souvent, pour apprendre, je me donne un petit défi de recherche, quoi. Et puis la deuxième raison pour laquelle on s'est lancé là-dedans, c'est que depuis la fin du XXe siècle, il y a beaucoup de travaux sur les graphes aléatoires, où les gens sont posés... Alors un graphe, hein, c'est un modèle géométrique un peu simple, où on regarde des sommets reliés par des arêtes. Et à pas mal d'égards, en fait, on peut dire que les graphes, ils sont aussi de courbure négative. On pourra en reparler si tu veux, parce que ça peut s'expliquer de manière un peu intuitive.
Et il y a eu beaucoup de travaux sur quand on prend un graphe au hasard. Alors là aussi, c'est pareil, il faut dire de quelle manière, mais est-ce qu'on peut calculer son trou spectral? Est-ce qu'on peut calculer son diamètre? Et ça fait beaucoup de progrès en fait dans les 20 dernières années. Et on s'est dit que peut-être la littérature sur les graphes allait nous aider à comprendre le cas des surfaces. J'aime bien cet emploi du terme de littérature. On dit souvent ça, oui, on bien dit sûr, souvent on dit ça dans les sciences, en médecine, mathématiques. tout à fait. Oui. C'est tout ce qui a été écrit sur un sujet. Mais d'un point de vue intuitif, c'est un peu paradoxal de penser que une théorie sur les graphes va pouvoir être appliquée à des volumes, parce que les graphes, justement, ça paraît assez peu volumétrique. Les graphes, ce sont des objets combinatoires, donc on se donne juste des points, puis on se dit comment ils sont reliés. À la limite, on peut les imaginer comme des objets de dimension 1, parce que les arêtes, ce sont des objets de dimension 1, mais effectivement, ça n'a pas... Les surfaces, ça appartient à la famille qui s'appelle les variétés, donc les courbes, les surfaces, puis après il y a des variétés de dimension 3, 4. Effectivement, a priori, il y a pas, le lien n'est pas très clair, mais sur les graphes, il y a aussi une notion de Laplacien, de spectre, de trou spectral. Et puis, comme j'y faisais allusion, pas mal de graphes peuvent être vus comme des espaces de courbure négative, mais pas pour la même raison que celle que j'ai dit. Il n'y a pas cette histoire de point-colle, etc. Mais en fait, en courbure négative, il y a une propriété assez caractéristique, qui est la chose suivante. Imaginons que, voilà, on est en train de prendre un café, là, et pour l'instant, on est dans le plan euclidien, on est à Paris, et puis on se dit au revoir, et puis chacun part à ses occupations dans une direction, et puis par exemple, dans une demi-heure, je me dis, mince, j'ai oublié, je voulais donner un livre à William, et je te rappelle, et puis on se dit, il faut qu'on se revoie. En géométrie euclidienne, on va se dire où on est, puis on va tracer le chemin le plus court entre nous, puis on va se mettre d'accord pour suivre chacun cette ligne droite et se retrouver quelque part. Et il n'y a pas forcément besoin de revenir à notre point de départ. En géométrie hyperbolique, c'est assez différent. Imaginons qu'on soit en train de prendre un café, mais dans un espace hyperbolique, et puis on se sépare, on part chacun dans notre coin, et puis pareil, on se rend compte qu'il faudrait qu'on se revoie parce que j'ai oublié de te donner quelque chose. Et là, en fait, le chemin le plus court, c'est de revenir là où on était. En fait, si on s'est écarté en suivant des lignes droites chacun dans une direction, si on veut se revoir, le plus économique, c'est de revenir à notre point de départ. Oui, j'imagine très bien ça en pensant à des cols, ce genre de choses, effectivement, si on se sépare. Ah oui, d'accord. Oui. C'est l'exemple que tu prenais tout à l'heure. Si chacun prend d'un côté du col, en fait, il faut revenir au point de départ. C'est vrai. Sera le plus Mais simple. aussi, si au lieu de se déplacer à pied, on était en transport en commun, si on était chacun parti sur une ligne de RER différente et qu'on se disait qu'il faut qu'on se revoie, assez souvent, c'est assez rare qu'il y ait une troisième ligne qui permette de se revoir. Assez souvent, il faut revenir à son point de départ. Donc, et ça, c'est si on se représente un réseau de voies ferrées comme étant un graphe. Les graphes, ils ont souvent cette propriété qu'une fois qu'on est parti chacun dans sa direction, si on veut se revoir, il faut revenir au point de départ. Ah oui, c'est fascinant. J'avais jamais pensé à l'idée qu'en fait un réseau de métro correspondait en fait à la structure d'un col de montagne. En fait, c'est assez étonnant. Mais je crois que c'est de ce point de vue-là, oui, de ce point de vue de savoir, du point de vue de la manière dont se comportent les distances. Oui. Et je crois que c'est le propre des mathématiques d'essayer de trouver des structures communes à des objets qui apparemment sont très différents, avec des lois qui seront peut-être les mêmes sur un groupe d'objets et un autre groupe d'objets qui apparemment sont très différents, mais qui en fait obéissent à la même structure. Donc les graphes, là, le théorème sur les graphes vous a servi à régler ce problème sur les surfaces hyperboliques. Alors, la question analogue sur les graphes, elle avait été résolue par Joel Friedman en 2008, entre 2005 et 2008. Joel Friedman, un mathématicien qui travaille au Canada. Il avait écrit un article d'une centaine de pages que personne n'arrivait à comprendre. Enfin, très peu de gens, et nous-mêmes, on n'arrivait pas. Donc, il était quelque part téléchargé sur notre ordinateur. Mais on essayait de faire les choses un peu à notre manière, et puis on progressait assez lentement, c'était en 2020, pendant le confinement. Et puis, à un moment, on progressait quand même un petit peu, et puis
un jour, j'ai réouvert l'article de Joël Friedman, puis je me suis rendu compte quand même il y avait des idées qui ressemblaient un peu aux nôtres. Et j'ai réussi, à partir de là, j'ai réussi un petit peu plus à comprendre son article. Ça nous a fait progresser plus vite. Puis il y a eu, à partir de ce moment, il y a eu un peu un va-et-vient entre des moments où on arrivait à lire de plus en plus de paragraphes de son article, et puis après, ça nous faisait progresser sur notre question. Et puis, après avoir progressé, je comprenais encore mieux ce qu'il faisait. Et puis, jusqu'à un moment où on a finalement fait sa connaissance. Je l'ai rencontré aux États-Unis, et puis il nous a aidé à débloquer. En fait, il y avait un passage de son article qui restait vraiment complètement obscur, qui faisait 3 lignes, qui dans la version pour les surfaces fait 10 pages, je crois. Mais voilà, il nous a aidé à comprendre ce qu'il avait voulu dire dans ces 3 lignes. Donc l'humain est important dans la mathématique. Enfin, les rencontres, quand même, ça passe pas seulement par la lecture d'articles. Oui, bah, complètement. Je crois que pour lui-même, en fait, c'est quelqu'un qui a une 60aine d'années, et je pense qu'il était vraiment très content en fait de son côté de voir ce lien avec les surfaces. Donc c'est lui-même en fait qui a réclamé de venir nous voir à Paris. Il a dit je veux vous expliquer le point que vous ne comprenez pas. Et puis oui, l'humain est et crucial. Ça l'a aidé lui. Cette rencontre avec vous, vous, ça vous a aidé bien sûr, mais ouais. De son côté. En tout cas, depuis ça s'est passé il y a 3 ans, et depuis, chaque année, il vient me voir 1 ou 2 fois. Et tu me disais que justement, l'une des particularités des mathématiques, c'est que il y a toujours des objets très, très complexes, mais il faut aussi savoir les nommer, bien les nommer, leur trouver des noms qui soient assez imagés pour faire comprendre en fait aux autres, parce que là vous aviez des problèmes à comprendre cet article de Joël Friedman, et il a fallu son aide directe pour vous aider à comprendre, mais il y a des mathématiciens qui savent peut-être très bien présenter leurs objets et les rendre plus accessibles de manière plus pédagogique. Oui, alors c'est vrai que ça peut paraître surprenant, puisque pourquoi on n'arrivait pas à lire cet article de Joël Friedman? Il était correct, il était long évidemment, mais bon, des articles d'une 100aine de pages, c'est long, mais c'est quand même relativement courant. Et donc on aurait pu se dire qu'on allait le lire ligne à ligne, et puis qu'on allait finir par comprendre, mais effectivement, il y a quelque chose dans le langage qui fait que parfois on bloque, et c'est vrai que Joël, je lui ai dit, donc je pense qu'il ne va pas m'en vouloir si je lui ai dit que parfois la manière dont il nomme les choses fait ça fait peur, on n'a pas envie de continuer. Il utilise une terminologie, bon, en partie parce qu'elle vient de l'informatique théorique, mais je ne pense même pas que ça soit la raison. Je ne sais pas, il utilise des termes par exemple, une des idées principales de son article, tu sais, en mathématiques, il y a ce qui s'appelle les lemmes, les petits résultats intermédiaires. Et bien, une des idées principales, elle s'appelait le lemme de contournement en anglais. Et moi, je trouvais que quand on voit ça, on a plutôt l'impression que c'est la partie qu'il ne faut pas lire. Voilà. Et donc, une partie de mes interactions avec lui, c'était d'essayer de le convaincre de nommer différemment les objets. Et inversement, il y a des mathématiciens qui sont très forts pour trouver des noms qui vont susciter un engouement. Par exemple, j'ai travaillé, il y a une 15aine d'années, j'ai travaillé dans le domaine du chaos quantique. Et ce terme chaos quantique qui a été... Je pense qu'il vient de Peter Sarnak, mais je ne suis pas complètement sûre. Mais en tout cas, à partir du moment où quelqu'un a trouvé ce terme, ça a suscité un engouement. Et voilà, c'est les mots ont leur importance. Oui, mais tu me disais que c'était la même chose en économie. Je crois que dans d'autres domaines, effectivement, les théories économiques qui marchent le mieux sont celles qui sont le mieux nommées, les bons théorèmes qui donnent effectivement une vision très imagée de la chose. Je n'ai pas l'exemple qui me vienne en tête, mais c'est vrai que c'est bien ce que Roman Jakobson, le linguiste, appelait la fonction poétique du langage. Il faut savoir nommer les choses, et avec une fonction poétique qui va permettre de s'imprimer dans l'esprit de l'auditeur, du lecteur. Et donc le langage c'est intéressant de voir que le langage verbal, naturel, a aussi sa place dans sa fonction poétique, dans le travail je ne me l'étais jamais formulé comme ça, mais des mathématiciens. Et je crois que tu m'avais dit qu'en fait, en vérité, il y a quelque chose d'un petit peu
paradoxal et presque un peu provoquant d'utiliser l'outil statistique, probabiliste en géométrie, parce qu'en fait, dans les mathématiques, d'un point de vue sociologique ou de la valeur, tous les champs ne se valent pas, si je puis dire, du point de vue de leur dignité dans le monde radieux des mathématiciens, et que voilà, il y aurait peut-être l'algèbre et l'analyse au sommet du monde. L'analyse déjà en dessous de l'algèbre. En dessous de l'algèbre. Et puis, en revanche, dès qu'on arrive à des choses qui sont plus près du monde, du matériel, de l'appliqué, les probabilités, la théorie des jeux peut-être, je ne sais pas, à ce moment-là, ça devient beaucoup moins considéré dans le monde des mathématiques. Oui, il y a un petit peu une hiérarchie de valeurs. À partir du milieu du XXe siècle, cette hiérarchie, elle s'est un peu exacerbée entre l'algèbre et la géométrie algébrique ou la topologie algébrique. Tout ce qui est un peu algébrique, considéré comme à la fois plus difficile et plus noble, et aussi parce que pas appliqué a priori. Et puis, quand on descend vers les applications, on perd en noblesse. Peut-être qu'on gagne en respectabilité d'une autre manière parce que du point de vue de la société, les gens comprennent mieux ce qu'on fait en maths appliquée. Mais pour les mathématiciens, voilà. Et je pense que c'est quelque chose qui est un petit peu en train de s'estomper, en particulier grâce à des mathématiciens comme Terence Tao, qui ont vraiment mélangé les statistiques, la théorie des nombres, qui n'ont pas hésité, par exemple, à utiliser des idées comme quoi les nombres premiers se comportent un peu comme des nombres aléatoires. Mais c'est quand même un petit peu nouveau, cette manière de penser. Et je pense, voilà, ce que je te disais, c'est que je suppose que pour quelqu'un comme André Weil, de dire qu'on a utilisé cette structure qu'il a définie, qu'au départ, pour lui, c'est pas du tout une loi de probabilité, en fait. C'est ce qui s'appelle une structure keylérienne. C'est vraiment de la géométrie algébrique complexe. Et donc, de voir qu'on interprète ça comme une loi de probabilité et donc une manière de tirer au hasard des surfaces hyperboliques, ça serait peut-être quelque chose qui ne lui aurait pas plu, en fait. Lui, je ne sais pas, mais je suis sûre que beaucoup de mathématiciens de cette époque n'auraient pas trop aimé l'idée, parce que les probabilités, ça vient des jeux de hasard. Au départ, les probabilités, hein, c'est né en essayant de comprendre ce qui se passe quand on lance des dés ou quand on joue avec des cartes. Donc je sais qu'à une époque, au séminaire de Bourbaki, on parlait très peu de probabilités, ou quand quelqu'un en parlait, il y avait une partie de l'auditoire qui n'était pas contente. Donc voilà, je pense que cette idée de prendre au hasard une surface complexe, une variété algébrique, etc., à une époque, ça aurait très certainement choqué les mathématiciens, et peut-être même maintenant encore, ça peut être considéré comme déplaisant. Voilà, on voit que cette différence de dignité, d'honorabilité dans le champ sociologique des mathématiques, en fait, interdit peut-être certains mathématiciens de recourir à certains types de solutions, de faire appel à certains principes venant d'autres domaines, et donc ils s'interdisent en fait la possibilité de résoudre les problèmes, parce que là, les probabilités permettent de régler des problèmes qui, pour l'instant, ne sont pas accessibles différemment. En fait, oui, ce que je n'ai pas dit, c'est que concernant cette question du trou spectral, avant d'utiliser des méthodes probabilistes, on ne savait même pas en fait s'il y avait des surfaces hyperboliques de grande R et avec un trou spectral proche de 1/4. Par exemple, on pense que les surfaces arithmétiques vérifient ça, les fameuses surfaces un peu stars là, dont j'ai parlé tout à l'heure. On pense qu'elles ont un trou spectral égal à 1/4. C'est une conjecture en fait due à Selberg, mais on ne sait pas. Et avant l'utilisation de cette méthode probabiliste qui date d'il y a quelques années, on ne savait même pas qu'il existait des telles surfaces. Donc effectivement, des fois, le fait de recourir à des méthodes probabilistes, ça permet de découvrir des nouveaux objets qu'on n'aurait pas découverts sinon. Voilà. D'où l'intérêt de sortir des mauvaises réputations de certains champs mathématiques, justement pour pouvoir s'ouvrir de nouvelles solutions. Et au bout du compte, les lois auxquelles vous aboutissez, les principes que vous mettez en évidence, ils sont issus de la méthode probabiliste, mais est-ce que ce sont des vérités probabilistes elles-mêmes ou probables, ou est-ce qu'on s'approche de la vérité, ou
C'est... Comment tu... À la fin, c'est quand même des théorèmes. Hein, Oui, c'est des théorèmes, mais qui vont dire... le théorème va dire, si je prends au hasard telle forme géométrique, avec une probabilité 99,5%, je vais voir un trou spectral de 1/4, par exemple. Mais c'est quand même un théorème. Oui, oh, c'est magnifique. Mais c'est une... Non, c'est une belle conclusion. Voilà. J'ai trouvé ça fascinant, cet entretien. Vraiment, je te remercie de m'avoir éclairé là-dessus. C'est des domaines évidemment très étrangers de mon champ d'expertise et de connaissances. Mais ce qui m'a... Voilà, simplement ce que je peux dire, c'est que ce qui m'a frappé, c'est la façon que tu as, et je ne sais pas si c'est propre à tous les mathématiciens, de trouver les bonnes images qui permettent de se représenter, quand on est néophyte, quand on n'y connaît rien, de se représenter un tout petit peu la complexité des objets sur lesquels tu travailles. Et je trouve qu'il y a là une dimension, on parlait de poésie tout à l'heure, voilà, une dimension poétique, d'imagerie, voilà, un côté très, très charnel, très, très matériel, qui me parle à moi en tant que littéraire. Donc, merci. Je te remercie. J'y passe du temps à réfléchir à ces images, et quelque chose qui est vraiment important pour moi, c'est d'essayer de me mettre à la place de l'autre, me dire voilà, comment ça peut être dans la tête d'un littéraire qui a peut-être fait je crois que tu as passé un bac scientifique. Oui, je passais un bac scientifique. Mais qui n'a pas fait de maths quand même depuis longtemps. Enfin, voilà, longtemps. essayer de me mettre à la place de l'autre. Je crois que c'est important quand on est prof. En tout cas, pour moi, c'est une des qualités les plus importantes. Et en tout cas, voilà, je te remercie de m'avoir écouté, puis de toutes tes questions. Voilà, les quelques fois où on a parlé de maths, j'ai été quand même assez impressionnée de ta compréhension des choses. Et voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le temps que tu m'as consacré. Merci Lydie.